OK, dans cette vidéo, je vais parler du système nerveux central et de ses composantes et de ses particularités. Mais avant de commencer, je vais juste faire un petit rappel du système nerveux en général qu'on a vu précédemment. Le système nerveux, on a vu qu'il était divisé en deux parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central comprenait deux différentes structures, l'encéphale et la moelle épinière, tandis que le système nerveux périphérique, c'est lui qui était composé des nerfs qui sortent du système nerveux central ou qui entrent dans le système nerveux central, qui sont des nerfs crâniens, donc tous les nerfs qui vont jusque ton système nerveux central, jusqu'à ton visage, ton cou, ta tête, ou de ton visage, ton cou, ta tête jusqu'à ton système nerveux central, ou les nerfs rachidiens qui, eux, vont innerver les autres parties de ton corps qui sont en dessous de ton cou. Dans ton système nerveux périphérique, on a vu qu'il y a des voies afférentes sensitives, donc l'information qui vient de récepteurs sensoriels qui se rendent au système nerveux central, et des voies efférentes motrices qui, elles, sortent du système nerveux central et se rendent à des effecteurs qui peuvent être des muscles ou des glandes. Et que les voies efférentes peuvent être divisées en des réponses efférentes somatiques ou autonomes, où somatique, c'est conscient comme action, ou autonome, c'est inconscient. Et dans les réponses autonomes qui sont inconscientes, on a les voies afférentes ou efférentes sympathiques et parasympathiques qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, dans la première partie, ou dans cette vidéo-ci, on va voir le système nerveux central et dans un prochain vidéo, on va voir le système nerveux périphérique. Donc, si je regarde le système nerveux central, je vais utiliser l'acronyme SNS, ou SNC, je veux dire, pour système nerveux central. C'est le centre d'intégration et traitement de l'information qui provient des différents organes, donc qui proviennent des neurones sensitifs et qui envoient la réponse à des effecteurs qui peuvent être des muscles, ou des glandes. Donc, ça peut être ces choses-là. Je crois que ça peut être peut-être autre chose, mais ça ne me vient pas à l'idée en ce moment. Le système nerveux central est très important et parce qu'il contrôle et régule l'homéostasie, il va en réponse à quelque chose de perçu et en faisant une réponse à ce changement homéostatique. Si tu as un dommage au système nerveux central, ça peut avoir des impacts sur ta température corporelle, ta coordination motrice ou ton homéostasie en général, donc d'autres aspects de l'homéostasie qu'on va voir un petit peu plus tard. Les neurones qui forment le système nerveux central peuvent être myélinisés ou peuvent être démyélinisés. C'est-à-dire que tu peux voir ces deux types de neurones-là qui sont dans ton système nerveux central. J'aimerais vous rappeler que les neurones qui sont myélinisés vont avoir une gaine de myéline, tandis que les neurones qui sont démyélinisés n'ont pas de gaine de myéline, qui sont faites de cellules de Schwann autour de leur axone. Rappelez-vous aussi que les neurones qui sont myélinisés transmettent l'information nerveuse ou le potentiel d'action plus rapidement à travers le neurone que les neurones qui sont démyélinisés. Les neurones myélinisés, si on regarde notre système nerveux central au niveau anatomique, vont former ce qu'on appelle la matière blanche. C'est-à-dire que si tu regardes ton système nerveux central, toutes les parties blanches de ton système nerveux central vont être tes neurones qui sont myélinisés, c'est-à-dire où l'information nerveuse se transmet très rapidement. Et les neurones qui sont démyélinisés vont faire partie de ce qu'on appelle la matière grise. Donc, si tu regardes anatomiquement, tu vas voir que c'est les zones qui sont les plus grises. Les neurones qui sont myélinisés vont se retrouver dans la partie externe de ton encéphale et la partie intérieure de ton encéphale et la partie externe de ta moelle épinière, tandis que les neurones qui sont démyélinisés vont se retrouver à la partie externe de l'encéphale et interne de ta moelle épinière. Donc ici, je ne sais pas si tu as externe encéphale et de la moelle épinière. Non, ici, ça va être interne de la moelle épinière. C'est inversé par rapport à ton encéphale. C'est-à-dire que la localisation des neurones myélinisés et démyélinisés de ta moelle épinière sont inverses à celles de ton encéphale. Si on regarde ton encéphale, qui comprend plusieurs structures, et qu'on regarde en particulier ton cerveau, tu peux voir ta matière grise et blanche. Donc, si on regarde ici, la matière grise va être à l'extérieur de ton encéphale, donc de ton cerveau, qui fait partie de ton encéphale, et la matière blanche va se retrouver à l'intérieur de ton encéphale ou de ton cerveau. Tandis que si on regarde ta moelle épinière, la matière grise se trouve à l'intérieur de ta moelle épinière et la matière blanche se retrouve à l'extérieur de ta moelle épinière. C'est-à-dire que les deux
positionnement de matière grise et blanche, donc de neurones myélinisés, démyélinisés, va être inverse si on regarde l'encéphale de la moelle épinière. La moelle épinière, elle, va se retrouver dans ta colonne vertébrale. Donc, si j'avais juste un petit problème technique. Donc, va se retrouver dans ta colonne vertébrale et va se retrouver donc protégée par tes vertèbres, ce qui va faire en sorte que ça ne va pas être endommagé parce que c'est un tissu nerveux qui est relativement fragile et qui peut être endommagé relativement rapidement. Et donc, c'est pour ça que c'est entouré d'un os qu'on appelle des vertèbres et ça va tout le long de ta colonne vertébrale qui permet un petit peu de mobilité à ton dos et à ta moelle épinière. Dans ta moelle épinière, tu vas avoir des neurones sensitifs qui vont acheminer de l'information de ton système nerveux périphérique vers ta moelle épinière. Une partie de cette information peut être intégrée dans ta moelle épinière si c'est un arc réflexe, mais la majorité va donc partir et monter en haut de ta moelle épinière pour se rendre jusqu'à ton encéphale pour intégration plus profonde. Tu vas aussi avoir de l'information après intégration à l'intérieur de ton encéphale qui va faire qu'un message va être envoyé dans ta moelle épinière pour sortir vers ton système nerveux périphérique à des effecteurs. C'est-à-dire qu'en rouge ici, j'ai montré par cette flèche la voie afférente, donc afférente, sensitive. Et ici, je montre les voies efférentes, motrices, qui envoient le message à l'extérieur. Mais rappelez-vous qu'on peut avoir un arc réflexe et que l'arc réflexe implique seulement l'intégration dans ta moelle épinière et non un message qui est envoyé à ton encéphale pour donner une réponse à un stimuli qui a été perçu par tes voies afférentes. Si on regarde la structure de la moelle épinière, on peut voir que tu as ta moelle épinière qui se trouve entourée de tes vertèbres et que si on regarde et qu'on descend de plus en plus dans ta moelle épinière va être entourée d'un tissu qu'on appelle les méninges, qui sont faites de 3 différents types de membranes, une qui est la duramère, la deuxième l'arachnoïde et la troisième la pimère. Et ils sont en ordre de plus loin à plus proche. Ça veut dire que la pimère entoure la matière blanche de ta moelle épinière. Ensuite, l'arachnoïde recouvre la pimère et la duramère recouvre l'arachnoïde. Ces méninges-là ont comme rôle de support, de protection et d'empêchement de molécules qui traverseraient les vaisseaux sanguins pour se rendre dans ton système nerveux central. Et donc, c'est un rôle protecteur. Et ces méninges-là peuvent se retrouver dans certaines situations à être enflammés par une infection virale ou une infection bactérienne. Et quand ils sont enflammés, ils prennent du volume et vont se retrouver à mettre de la pression sur ton système nerveux central. Et c'est ce qu'on appelle la méningite. Donc, quand tu as une méningite, tu vas avoir une inflammation des méninges qui va mettre de la pression sur ta moelle épinière et ton encéphale et faire en sorte que tu peux te retrouver à avoir des problèmes qui vont être reliés à cette méningite-là, qui peuvent causer éventuellement peut-être la mort. On peut voir qu'il y a des nerfs qui viennent et entrent et sortent de ta moelle épinière, qui, eux, on va appeler ça des nerfs qui sont spinales, mais ça, c'est pas vraiment important à connaître pour le cours. L'encéphale, lui, est un petit peu plus complexe et va être fait d'autres composantes. Donc, l'encéphale, c'est pas la même chose que le cerveau. Donc, ça, c'est pas égal au cerveau. L'encéphale va être composé de différentes structures qu'on va retrouver à l'intérieur du crâne. Donc, c'est toute la partie du système nerveux central qu'on trouve dans le cou et au-dessus, et ça inclut le cerveau. Ça veut dire que l'encéphale comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral qui mène au cerveau de ta moelle épinière. C'est là où on a le centre de l'émotion et de l'intelligence. Donc, même si on peut avoir de l'intégration d'informations et une réponse qui vient de la moelle épinière, comme par exemple comment on appelle ça encore, je l'avais dit tantôt,
comme dans un arc réflexe. L'arc réflexe n'a pas d'intelligence ni d'émotion qui est reliée à ça. C'est vraiment juste une réponse qui est instantanée, qui est préprogrammée et qui vient dans le fond de notre évolution et c'est quelque chose qui date de l'organisme le plus primitif qui a développé cette méthode-là de survie. Tandis que c'est dans l'encéphale qu'on peut avoir l'intelligence et l'émotion qui provient principalement de notre cerveau et des différentes structures de cet encéphale. Il y a plus de neurones dans ton encéphale que d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Donc ça, c'est plus de 1 milliard de neurones. Donc, vous pouvez vous imaginer que vous avez des milliards de neurones dans votre cerveau. Donc, même si c'est un petit volume, ça contient beaucoup de neurones qui, eux, font beaucoup de potentiel d'action. Et c'est une des raisons pourquoi penser, étudier, faire un effort intellectuel draine beaucoup d'énergie. Parce que si vous vous rappelez, à chaque potentiel d'action que vous faites, vous utilisez de l'ATP pour alimenter la pompe sodium-potassium pour être capable de rétablir le potentiel de repos. Ça veut dire que tu utilises énormément d'ATP lorsque tu penses et utilises ton cerveau. Donc, même si c'est de petite taille, ça consomme énormément d'énergie. L'encéphale va être divisé en 3 différentes grandes régions. On a le robencéphale, le mésencéphale et le prosencéphale. Et tout ton encéphale est aussi entouré de tes méninges, comme ta moelle épinière est entourée des méninges, et que ces méninges-là ont comme rôle de protéger et de protéger ton système nerveux central d'infection ou d'empêcher certaines substances de passer à travers. Maintenant, si on regarde à quoi ressemble ton encéphale, donc j'ai dit que c'était tout ce qu'on retrouve à partir de ton cou et plus haut. Donc ça, c'est tout ton encéphale, ce que je viens d'encercler ou viens d'encadrer. En dessous de ça, c'est ta moelle épinière qui fait partie de ton système nerveux central. Donc, si on regarde ton encéphale, on voit que c'est dans ta boîte crânienne. On peut retrouver dans ton encéphale ton cerveau. Donc, ce qui est représenté ici, qui est en jaune, ça, c'est ton cerveau qui fait partie de ton encéphale. Ton cerveau va avoir 2 hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, qui, eux, sont séparés par ce qu'on appelle le corps calleux. C'est pour ça que j'ai dit blanc, parce que j'ai pensé au fait que c'est de la matière blanche qui forme le corps calleux et c'est blanc anatomiquement, qui connecte toutes les parties inférieures de ton encéphale à ton cerveau, mais aussi connecte les 2 hémisphères de ton cerveau l'une à l'autre. En dessous du corps calleux, tu vas retrouver ta glande pinéale ou ton épiphyse qui est responsable dans le fond, de ton cycle circadien, donc jour, nuit, et ainsi de suite, et va avoir d'autres fonctions. En dessous de ça, tu vas avoir ton mésencéphale qui, lui, agit comme une jonction entre les différentes parties de ton encéphale. En dessous du mésencéphale, tu vas avoir ton pont de Varol. En dessous du pont de Varol, tu vas avoir ton bulbe rachidien. Et en dessous du bulbe rachidien, tu vas avoir ta moelle épinière qui, elle, va faire partie aussi de ton système nerveux central, mais pas de ton encéphale. Tu vas avoir aussi ton cervelet. Et donc ça, c'est tes structures qui font partie de ton encéphale. Mais dans ton encéphale, tu vas aussi retrouver ton hypothalamus. Donc, ton hypothalamus va se retrouver ici. Hypothalamus. Et vous allez voir que l'hypothalamus, on va en reparler un petit peu plus tard, quand on va regarder le système endocrinien. En dessous de l'hypothalamus, tu as une structure qui n'est pas une structure nerveuse, donc ça ne fait pas nécessairement vraiment partie de ton système nerveux central, parce que c'est une glande qu'on appelle l'hypophyse, qui a une partie antérieure et postérieure, qu'on va voir aussi dans l'unité du système endocrinien, puisque c'est le système qui implique les glandes. Donc, celui-là, on l'inclut dans le schéma, mais ça ne fait pas vraiment partie des structures nerveuses de ton encéphale. Et donc, tu as toutes ces différentes composantes, et le tout ici correspond à ton encéphale. Donc, ton cerveau, c'est juste une partie de ton encéphale. Donc, si on regarde les différentes régions de ton encéphale et qu'on regarde leurs particularités, on va commencer avec le robencéphale. J'aimerais vous rappeler que le cerveau est divisé en 3 grandes régions. Pas le cerveau, l'encéphale est divisé en 3 grandes régions. Le robencéphale, le mésencéphale et le prosencéphale. Donc, si on commence avec le robencéphale, c'est le cervelet, le bulbe rachidien et le pont de Varol. Dans le fond, c'est toutes les structures qui se retrouvent dans cette région-là, ici, de notre encéphale. En fait, c'est juste en dessous du mésencéphale, puisque celui-là fait partie de sa propre partie.
et qu'on regarde chacune des composantes et qu'est-ce qu'ils font pour intégrer l'information ou te faire faire certaines actions. Si je commence avec le cerveau, encore une fois, j'ai des petits problèmes techniques, donc il va falloir me pardonner, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais si on regarde le cerveau en particulier, donc le cerveau, on sait, pas le cerveau, le cervelet se retrouve dans cette région-là. Donc le cervelet est ici. Et si on regarde, on peut voir qu'il a une structure anatomique qui est assez particulière. On voit qu'il se retrouve en arrière et en dessous de ton cerveau. Il va avoir ce qu'on appelle l'arbre de vie, qui est un système de nerfs qui, lui, va innerver les différentes régions de ton cervelet. Donc, c'est une forme de noisette et c'est situé sous ton cerveau, en arrière de ton tronc cérébral. Donc, ça serait ton tronc cérébral. Son rôle est d'intervenir dans la coordination inconsciente. Ça veut dire, par exemple, si tu marches, tu as une certaine coordination inconsciente qui se passe parce que tu n'es pas constamment en train de penser de garder ton équilibre pendant que tu marches. Et donc, toutes les actions inconscientes qui te permettent de fonctionner vont être associées ou de bouger, vont être associées à ton cervelet et beaucoup de ça a à voir avec la motricité et bouger en particulier. Ça va être donc important pour maintenir ta posture. Ça veut dire que si jamais quelqu'un a une blessure à son cervelet, une des choses qu'on va remarquer, c'est que la personne va avoir de la difficulté à marcher, à se tenir debout. Ça va être difficile pour eux d'avancer et garder leur équilibre parce que ça prend beaucoup de coordination inconsciente des différents muscles de ton corps pour pouvoir maintenir une posture debout ou assis ou même être capable d'avancer, mettre un pas devant l'autre en gardant l'équilibre. Ça va être aussi dans cette région-là où il va y avoir des réflexes de mouvements corporels qui vont être générés et qui vont se faire dans cette région-là. Et aussi, c'est là où la motricité fine va être développée. Par exemple, le fait d'être capable d'écrire implique de la motricité fine ou de dessiner, ça implique de la motricité fine. Donc, n'importe quoi qui nécessite de faire une action qui va être très précise, où tu bouges ton corps d'une certaine façon pour y arriver, ça va être généré par ton cervelet. Ton bulbe rachidien, lui, c'est lui qui va permettre de relier ton encéphale, donc toutes les régions ici, à ta moelle épinière. C'est-à-dire que ton bulbe rachidien, lui, dans le fond, il agit un petit peu comme le relais entre ton encéphale et ta moelle épinière. Et il va coordonner certains réflexes et des fonctions automatiques, comme par exemple tes battements cardiaques, la contraction et la dilatation des vaisseaux sanguins et les rythmes respiratoires. C'est-à-dire que si jamais il y a une blessure dans cette région-là, on peut s'attendre qu'il y ait des problèmes au niveau des battements du cœur de la personne ou du fait que ces vaisseaux sanguins ne vont pas se dilater ou se contracter comme ils devraient et que la personne aurait des problèmes au niveau de sa respiration, si jamais il y a des dommages dans cette zone-là, parce que c'est toutes ces actions involontaires qui vont venir de cette région-là et qui vont être contrôlées par cette région-là de ton encéphale. Le pont de Varol, lui, il se situe au-dessus du bulbe rachidien et de ton tronc cérébral. Et lui, encore une fois, il agit comme un type de relais ou un centre de communication entre les neurones de ton cervelet et des différents hémisphères de ton cerveau, donc l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit et d'autres parties de ton encéphale. Donc lui, il agit plus comme un pont ou un relais ou une connexion entre les différentes parties de ton encéphale. Si on va à la deuxième région qui est le mésencéphale, c'est une petite structure qu'on retrouve au-dessus du pont de Varol et lui va être important dans le traitement de l'influx sensoriel. C'est-à-dire que l'information sensorielle qui vient des voies afférentes sensitives, qui viennent de récepteurs sensoriels, va se rendre à ton mésencéphale et c'est là où le mésencéphale va traiter l'information et va décider à quelle partie de ton encéphale et de ton cerveau l'acheminer pour une plus grande intégration. Il va aussi être responsable du traitement de l'information provenant des neurones des yeux, des oreilles et du nez, c'est-à-dire des informations sensorielles qui proviennent des nerfs crâniens. Donc, si tu vois quelque chose, ça va aller à ton mésencéphale avant d'être acheminé dans le cortex approprié de ton cerveau pour de l'intégration plus en détail. Il va être capable de transmettre donc de l'information de ces nerfs-là jusqu'à ton
encéphale et ton prosencéphale dont le cerveau fait partie. Donc, c'est important aussi puisqu'il traite l'information visuelle, il va être important pour le mouvement oculaire. Donc, c'est lui qui va permettre de dire où regarder pour être capable d'obtenir de l'information sensorielle. Mais il va aussi être important dans certains contrôles de muscles squelettiques, donc d'actions volontaires qui permettent le mouvement. Le prosencéphale, c'est la dernière région et c'est une région qui est au-dessus du mésencéphale. Donc, remarquez que j'avais une région qui était ici, une région qui était là, et maintenant une région qui est au-dessus. Donc, ça, ce serait ton prosencéphale qui est en vert. Ce prosencéphale va être le centre de la pensée, de l'apprentissage et des émotions. C'est là où on va avoir ton cerveau qui va faire toute cette intégration. Maintenant, je dis ça parce qu'une personne peut techniquement être en vie sans cerveau. Tant qu'ils ont les structures qui sont responsables des battements cardiaques, de la respiration et des différents processus homéostatiques qui permettent la survie, donc tant qu'ils ont toutes ces régions-là, donc tout ce qui est en dessous, si ça c'est intact, la personne techniquement peut être en vie, mais dans un état végétatif. Ils peuvent respirer tout seuls, ils peuvent bouger des yeux s'ils veulent, ils peuvent avoir des battements cardiaques tout seuls, mais ils ne peuvent pas penser et apprendre et avoir des émotions. Donc, là, ça amène l'idée que est-ce que la personne est techniquement en vie dans cette situation-là sans un prosencéphale? Mais si on pense techniquement à ce que c'est être vivant et de pouvoir vivre au point le plus basique qui est qu'on peut avoir un corps qui fonctionne tout seul, sans assistance, techniquement, on peut le faire sans le cerveau. Parce que le cerveau, dans le fond, lui, fait juste des pensées. C'est lui qui contrôle des choses un petit peu plus élevées que les fonctions de base. Dans ton prosencéphale, on va retrouver le cerveau, l'hypothalamus, comme j'ai dit, qui est au-dessus de ton hypophyse, qui, elle, ne fait pas partie de l'encéphale parce que techniquement, c'est une glande. Et aussi, on a le thalamus qui va se retrouver dans cette région-là. Le thalamus va relier, lui, les différentes parties de l'encéphale aux régions, donc les différentes régions qui permettent de percevoir les informations sensorielles et de les interpréter, mais aussi à l'encéphale. Donc, encore une fois, le thalamus agit beaucoup comme le mésencéphale et le pont de Varol. Il agit comme un relais où il relie l'information des différentes régions. Parce que rappelez-vous que l'encéphale est très complexe et c'est parce que ça permet de faire une intégration quand même assez complexe des informations sensorielles pour en obtenir une image qui va ensuite permettre d'être capable de donner une réponse. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de communication entre les différentes régions de l'encéphale pour y arriver. Donc, ça agit comme une station de relais. L'hypothalamus, lui, va être une structure nerveuse très importante parce que c'est lui qui va être le principal intervenant dans l'homéostasie. Et surtout l'homéostasie qui est reliée au système endocrinien. Donc, au niveau des hormones et des glandes. Il va être responsable de la régulation des processus internes, donc c'est là où je relie l'homéostasie à cette idée-là, mais aussi de certains aspects du comportement. C'est-à-dire que si quelqu'un a des dommages à son hypothalamus, ça peut causer des dommages, ça peut causer des changements au niveau de ce comportement. Et aussi, il faut se rappeler que les hormones de ton système endocrinien sont très reliées à ton comportement et comment tu te sens et tes émotions. Par exemple, si on pense de base, la testostérone a tendance à rendre les gens plus agressifs parce que c'est des hormones. Et la régulation de la production de testostérone, à la base, vient de ton hypothalamus. Mais l'hypothalamus, donc, a plusieurs processus homéostatiques qu'il contrôle, comme la régulation de la pression artérielle, des fréquences cardiaques, la température corporelle et les pulsions de base, comme les émotions. Donc, ça, c'est relié aux hormones. Maintenant, je sais que j'avais déjà mentionné que les fréquences cardiaques et la fréquence cardiaque avaient été contrôlées par une autre partie de ton encéphale.
qui lui va être ton bulbe rachidien, mais les deux vont agir de façon différente. Ton bulbe rachidien va avoir des nerfs qui partent du bulbe rachidien et qui vont jusqu'au cœur ou qui vont jusqu'à tes poumons. Et c'est les nerfs qui disent aux poumons et au cœur de battre. Par contre, ton hypothalamus, lui, va contrôler les fréquences cardiaques et la respiration, mais à l'aide d'hormones qui va permettre de relâcher dans la circulation sanguine. C'est-à-dire que la méthode d'action de ces deux parties de l'encéphale sur ces fonctions qui sont automatiques vont être légèrement différentes. La dernière structure que l'on va voir, c'est ton cerveau. Le cerveau est divisé en deux hémisphères. Ici, on voit juste un des hémisphères. Mais si on regardait la personne de face, on verrait qu'il y a deux régions du cerveau qui ont une certaine fissure entre les deux. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. C'est là où on a le centre de l'intelligence, de la mémoire et de la conscience. Et c'est lui qui va permettre aussi d'interpréter, de recevoir beaucoup d'informations sensorielles et de les interpréter sous forme d'un message sensoriel particulier et peut prendre des décisions qui sont beaucoup plus pensées que des fonctions automatiques des réponses des autres régions de ton encéphale et de ton système nerveux central. Entre les deux hémisphères de ton cerveau, tu as le corps calleux. Le corps calleux est fait de matière blanche et ça permet de relier les deux hémisphères l'un à l'autre. Le corps calleux, dans certains cas, va être associé à des troubles comme, par exemple, l'épilepsie. Donc, dépendant de la cause de l'épilepsie, des fois, ça peut être le fait qu'il y a une mauvaise connexion entre les deux hémisphères qui fait que, dans le fond, ça disjoncte un petit peu. Et donc, un des traitements dans certains cas d'épilepsie ou de crise épileptique, c'est de couper le corps calleux en deux et d'arrêter la communication des deux hémisphères à travers le corps calleux. Généralement, ça n'a pas d'effet secondaire chez la personne si la procédure est bien faite. Donc, ils sont quand même capables de fonctionner normalement. Ils n'ont quand même pas cette connexion qui se fait, mais il y a d'autres connexions qui permettent de compenser, comme les connexions qui se font à travers le thalamus. Donc, il y a quand même de la communication qui se fait, mais pas à travers le corps calleux. Mais c'est vrai que c'est une procédure qui peut avoir des risques parce que tu rentres dans ton cerveau et dans certaines situations très rares, ça peut mener à des effets secondaires indésirables. Les autres composantes de ton encéphale, ça serait par exemple les méninges qui entourent et qui protègent contre des infections ou contre l'entrée de substances chimiques. On a aussi la barrière hémato-encéphalique qui a été découverte très récemment, qui est une autre membrane autre que les méninges, qui, elle, son rôle est spécifiquement de laisser passer seulement les substances non polaires à travers cette membrane-là. Donc, elle agit comme n'importe quelle autre bicouche lipidique. Tout ce qui est non polaire peut diffuser facilement à travers. Tout ce qui est polaire a besoin des protéines de transport. C'est-à-dire qu'il va y avoir des protéines de transport dans cette barrière hémato-encéphalique qui permettent de transporter les choses essentielles, comme par exemple le glucose. Mais les autres choses comme l'oxygène, le dioxyde de carbone, qui sont tous les deux très petits et non polaires, peuvent diffuser facilement à travers la barrière hémato-encéphalique parce qu'ils sont non polaires. Le seul problème avec la barrière hémato-encéphalique, elle est supposée d'agir comme une méthode de protection supplémentaire en empêchant les substances qui sont non voulues de rentrer et de passer à travers. Mais le seul problème, c'est que puisque c'est une bicouche lipidique, la seule façon qu'elle peut empêcher une substance de rentrer, c'est si la substance est polaire et qu'il n'y a pas de protéines de transport pour cette substance. Si la substance est non polaire, il n'y a aucune protection. C'est pour ça que certaines substances, comme par exemple la nicotine, peuvent se rendre jusqu'à ton système nerveux central parce que c'est une molécule non polaire qui peut diffuser à travers la membrane, la barrière hémato-encéphalique. Un autre exemple, ce serait l'alcool. L'alcool, l'éthanol, est polaire, mais pas complètement. Ça a des propriétés non polaires et donc ça peut diffuser à travers une membrane. Et c'est pour ça qu'on peut s'intoxiquer à l'alcool parce que l'alcool, l'éthanol peut diffuser à travers cette barrière hémato-encéphalique. Donc, dans le fond, la barrière hémato-encéphalique peut seulement empêcher l'entrée de substances non désirées qui sont polaires.
Et donc ça, il faut faire attention dans certaines situations. Et dans certains cas, quand on est en train d'essayer de développer un médicament et on veut qu'il affecte la chimie du cerveau, il faut être conscient de ce fait-là et de trouver des médicaments qui sont non polaires et qui peuvent passer à travers cette barrière hémato-encéphalique. Ta moelle épinière, qui fait partie de ton système nerveux central, mais pas ton encéphale, se retrouve en dessous. Et elle, comme j'ai dit, elle est responsable d'acheminer l'information de ton encéphale à tes autres parties de ton corps ou de tes autres parties de ton corps à ton encéphale par les voies afférentes et efférentes. Et elles sont responsables de la coordination des réflexes, donc de l'arc réflexe qu'on a vu précédemment. Juste pour faire un retour sur les méninges, donc si on regarde, ça, ce serait les méninges qui entourent ton encéphale. Tu vas voir que tes méninges, comme dans le cas de la moelle épinière, va être divisé en 3 types de membranes, l'apimère, ensuite l'arachnoïde et ensuite la duramère. Donc, celle qui est la plus proche de ton système nerveux central, c'est l'apimère. Celle qui est la plus éloignée, c'est la duramère. Ça, j'ai déjà mentionné les barrières hémato-encéphaliques. Et il y a une dernière chose aussi. Dans ton système nerveux central, baigne dans ce qu'on appelle un liquide céphalorachidien. Surtout ton encéphale. Il baigne dans ce liquide-là qui est produit en permanence par ton corps. Ton corps en produit à peu près 125 millilitres par jour. Et c'est renouvelé à peu près 4 fois par jour. Donc, ça en produit, en fait, ça en produit 500 millilitres plutôt par jour et que ça contient 150 millilitres à peu près dans ton encéphale à la fois, ou pas dans ton encéphale, mais autour de ton encéphale à la fois. Et ce liquide céphalorachidien ressemble beaucoup à du plasma sanguin, donc c'est-à-dire que ça ressemble à ton sang, mais sans les cellules sanguines comme les globules rouges. Ça permet de transporter des hormones et des globules blanches qui sont là pour protéger ton cerveau contre des infections. Mais dans certains cas, et ça agit aussi comme amortisseur de choc. Ça veut dire que ton cerveau, au lieu, ou ton encéphale, si jamais tu arrêtes subitement, au lieu de frapper ta boîte crânienne, il va être ralenti un petit peu par ton liquide céphalorachidien. Mais le problème, c'est que dans certaines situations, disons que si tu te blesses à ton encéphale ou si tu blesses ton système nerveux central, il peut y avoir un problème au niveau de l'élimination du liquide céphalorachidien. Et donc, au lieu de, quand il se renouvelle 4 fois par jour, il ne va pas être éliminé à un rythme constant. Et ça va faire en sorte que tu vas te retrouver avec trop de liquide céphalorachidien, donc plus que 150 millilitres autour de ton encéphale et ta boîte crânienne. Et ça peut faire en sorte que tu te retrouves avec trop de liquide qui peut mettre encore de la pression sur ton système nerveux central, qui peut aussi endommager les différents nerfs et neurones de ton système nerveux central et peut causer des séquelles à long terme. Donc, dans certaines situations, si ce liquide céphalorachidien ne se draine pas comme il faut ou il est surproduit, les médecins, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un trou dans ta boîte crânienne pour laisser s'écouler l'excès de liquide céphalorachidien pour pas que ça augmente la pression à l'intérieur de ta boîte crânienne. Sinon, il peut y avoir des